Nous voici pour une émission qui sans doute va être passionnante. On va vous faire découvrir une région de Russie avec Monsieur Mas, qui est conseiller du ministre. Représentant de la région du Tatarstan. Oui. Alors, présentez votre pays. Alors d'abord, c'est pas un pays. C'est une région. Vous l'avez souligné. Voilà. Même si le territoire porte le titre de République du Tatarstan, c'est du fait qu'en Russie, tous les territoires n'ont pas le même statut, notamment en matière d'administration. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont administrés directement par Moscou, d'autres qui sont administrés par un gouverneur qui est nommé, d'autres qui sont administrés par un gouvernement qui est élu, et c'est le cas de la République du Tatarstan, qui dispose de structures institutionnelles identiques à celles d'un État. Un président, un conseil des ministres, un parlement et des administrations locales telles que les régions, les communes et les ensembles villageois. C'est quelque chose de tout à fait original en Russie qu'on découvre maintenant sous le nom d'intercommunalité. Donc, il y a des structures très traditionnelles. Alors, très traditionnelles, mais qui ont traversé les âges, bien sûr, mais qui restent quand même de grande modernité, notamment en ce qui concerne le statut très particulier de la République du Tatarstan, parce que c'est une région qui, historiquement, dans la longue histoire russe, a joué un rôle fondamental et qui joue aujourd'hui encore économiquement comme culturellement un rôle essentiel. Et ce statut d'une région gardant le nom originel du peuple tatar, qui était le peuple des habitants, pas les premiers, hein, mais des habitants qui ont constitué ce territoire, a perduré à travers les régimes, aussi bien sous l'Empire que sous la révolution bolchevique et aujourd'hui. Donc le Tatarstan, c'est la continuité de l'ancienne Tatarie soviétique, de l'ancien gouvernorat de Kazan de l'époque impériale. Donc aujourd'hui, votre pays recouvre à peu près les mêmes dimensions qu'avant la période soviétique. Alors, d'abord, ce n'est pas un pays, je le rappelle. Oui, c'est une région. La région, voilà. Donc, aujourd'hui, la superficie du Tatarstan, qui équivaut à celle du Benelux, recouvre approximativement celle de l'ancienne République de Tatarie soviétique. Mais il y a eu autrefois, avant la Révolution, des morceaux d'autres régions qui ont aussi un statut de république, comme le Bashkorostan par exemple, ou la Tchouvachie, qui sont des régions voisines, étaient intégrés dans le gouvernorat impérial de Kazan. Mais tout ça, les frontières n'ont pas une grande importance, puisque tout ça fait partie de la Russie. Donc c'est comme si on allait du Loir-et-Cher à la Sarthe, ça n'a aucune importance. C'est une région quand même très particulière, qui a gardé, disons, des signes vraiment propres. On sent à la fois l'influence de l'Iran, pour l'art, de la miniature, Oui. Et par exemple j'ai assisté à des danses, à l'influence de la Chine. Alors, non seulement cela, je confirme totalement ce que vous dites, c'est dû à l'histoire. Les Tatars sont à l'origine d'une population mongole. Ils sont arrivés en 1209 à Kazan. Kazan avait déjà été fondée, puisque Kazan avait été fondée en 1005 par une civilisation précédente qui était celle des Bulgares. Les Bulgares, hein, pas Bulgares. On fait souvent la confusion. Et les Tataro-Mongols sont arrivés sur la région, ils ont détruit toutes les principautés russes et ils ont instauré un empire qui s'appelle l'empire de la Horde d'Or. Et donc cet empire, comme tous les empires, a intégré de multiples populations, religion, hein, puisque à l'époque de la Horde d'Or, il y avait autant de juifs, pas autant, mais il y avait des juifs, il y avait des chrétiens orientaux, occidentaux, des musulmans, des gens qui pratiquaient encore les cultes païens. Tout ce monde-là se croisait, c'était comme toutes ces villes, comme Rostov ou comme Odessa, qui sont des villes portuaires. Il ne faut pas oublier quand même que Kazan est au confluent de la Kama et de la Volga, et c'est à cette époque-là, c'était le commerce sur le fleuve qui a fait sa richesse. Qu'est-ce qui reste de ces différentes composantes aujourd'hui?
Eh ben, elles sont très présentes. Et ce qui reste fondamentalement et qui est une grande chance, c'est un motif de fierté pour les Tatars et pour tous les gens qui habitent au Tatarstan, c'est cette coexistence harmonieuse entre toutes ces cultures venues, ces religions, et on ne parle pas de n'importe quoi. Principale religion. Ah ben, c'est l'islam en numéro 1, et puis après c'est le christianisme orthodoxe. Orthodoxe actuel. Il y a aussi une composante qui avait disparu, même y compris à Moscou et à Saint-Pétersbourg, qui est le christianisme orthodoxe des vieux croyants. Les vieux croyants. Eux, ils ont leur cathédrale à Kazan. Alors, est-ce que c'est... Et les autres aussi. Hein. Des vieux croyants qui sont rattachés malgré tout à Moscou ou non? Non, pas du tout. Mais ils sont là. Leur église est là. Il y a une église catholique. Il y a une grande synagogue. Il y a, bien sûr des mosquées. Et alors, la particularité de Kazan, comme vous pouvez le voir, bon là on est à la radio, mais ce qui est flagrant et qui est déroutant pour les visiteurs étrangers, en particulier français, c'est de voir que les cathédrales ou les églises chrétiennes sont dans la même rue que les mosquées. Et c'est quelque chose de naturel, et ça date du XVIe siècle. On parlera après de l'islam local. Très bien. Les vieux croyants, quels sont leurs rapports avec les orthodoxes du patriarcat? Alors, officiellement, ils n'ont pas de relation, puisqu'il n'y a pas de relation, mais bien sûr, tout le monde, vous savez, quand il y a des grandes fêtes, tout le monde se retrouve, hein, et là, ça fera partie de la deuxième émission, comme vous le dites, mais tout le monde fête en même temps. Quand on rentre dans une église vieille croyant... Il y en a une, un seul. Oui. Est-ce qu'on voit tout de suite qu'on a affaire des vieux croyants? Peut-être que l'art de l'icône est resté beaucoup plus traditionnel. Alors, pour les étrangers, c'est difficile à percevoir. Bien sûr. Disons, il n'y a pas d'influence italienne ou occidentale. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Non. C'est plutôt dans la liturgie et surtout dans la doctrine que les vieux croyants n'ont pas accepté les modifications qui avaient été faites, les adaptations qui avaient été faites au XVIIe siècle. C'est plutôt comme ça. Hein. C'est-à-dire, comme il existe dans les autres cultes chrétiens, catholiques ou protestants, des divergences par rapport à la doctrine. C'est plutôt à ce niveau-là. C'est pas dans la construction ou il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas ce genre de choses. Hein. C'est difficile de voir la différence entre des vieux croyants et puis des chrétiens orthodoxes d'aujourd'hui. Il me semble que les ornements liturgiques sont légèrement différents. Plus légers, oui. Parce que le culte orthodoxe est très très démonstratif, à la fois mystérieux et très démonstratif. Que les vieux croyants ont gardé, comme les monastères orthodoxes, le chant monodique. Oui. Et l'iconographie beaucoup plus traditionnelle que l'église de Moscou. C'est cela, ouais, c'est cela. Mais à Kazan, c'est pas pareil parce que, voyez-vous, moi quand j'accompagne des Français à Kazan, je leur dis surtout, regardez bien ce qu'il y a en haut de la tour. Si c'est un croissant, c'est une mosquée. Si c'est une croix, c'est une église. Parce que l'architecture est tellement imbriquée qu'il faut vraiment se rendre compte, rentrer dans le bâtiment pour s'apercevoir. Vous avez des Arméniens, non? Il y en a, bien sûr. Très peu. Oui, si, mais ils sont là, bien sûr. Il y a 63 nationalités au Tatarstan, donc il y a bien sûr des Grecs, des gens venus de partout, hein. Des Mongols de Bouriatie, des bouddhistes. Il y a un petit temple bouddhiste. Oui, c'est vraiment très cosmopolite parce que, comme c'est un territoire qui a profité à la fois d'une certaine autonomie, mais aussi du respect de tous les pouvoirs, y compris, curieusement, y compris de Staline, ça a attiré beaucoup de monde. Puis c'était riche parce que l'agriculture était prospère, le commerce sur la Volga était aussi une source d'échange et de richesse. Il y avait beaucoup de juifs. La grande rue commerçante maintenant du centre de Kazan, c'est la rue Bauman. Et il y avait les juifs avaient leur commerce, alors que officiellement ils n'étaient pas autorisés à avoir des établissements en centre-ville. Mais tout ça, tout le monde s'est habitué à ça. Les chrétiens orthodoxes vivant avec les musulmans depuis le XVIe siècle, les mariages se sont faits normalement. Pendant la période impériale, certains... C'est-à-dire, vous avez des musulmans qui épousent des chrétiennes... Oui, et réciproquement, bien sûr. Et mais avec changement de religion... Pas du tout, pourquoi faire? Non, je vous pose non, mais donc ça, c'est un islam très particulier. Bien sûr, et ça c'est parce qu'il y a eu une grande adaptation, moi j'appelle ça la réforme, pour
être en comparaison avec ce qui s'est passé en Europe occidentale, mais bien entendu moins sanglante, c'est le djihadisme, c'est le grand mouvement d'adaptation et de modernisation de l'islam qui a eu lieu à la fin du XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle, qui a été initié sous le règne de Catherine la Grande, qui elle a été déterminante pour justement asseoir cette égalité, cette tolérance entre les différentes religions, parce que en 1787, elle a fait ce grand voyage dont il était question avec Potemkin qui arrangeait les villages avant qu'elle arrive, etc., etc. Quand elle est arrivée à Kazagne, il n'y avait pas besoin de trafiquer, il n'y avait pas besoin de faire de la mise en scène. Et quand elle a découvert ça, elle qui entretenait une correspondance avec Voltaire, a déclaré dans son courrier à Voltaire, elle lui dit « Je suis arrivé en Orient ». Parce qu'elle voyait des turbans, des gens qui parlaient pas, attention, au Tatarstan, on parle une autre langue, on parle pas enfin si on parle le russe, bien sûr, mais la langue tatare est égale, les documents administratifs, juridiques et tout ça sont dans les deux langues, et au choix, y compris, bon. Donc, Catherine... Ça avait surpris Alexandre Dumas dans son voyage. Oui, bien sûr. Il le raconte dans des pages assez pittoresques. Ouais. Alors, l'islam dans cette région, quelle est la langue liturgique? C'est l'arabe. C'est l'arabe. Mais c'est l'arabe, mais oui, enfin c'est l'arabe littéral, littéral, c'est-à-dire la langue c'est comme le slavon pour l'orthodoxie. Et les imams parlent en quelle langue à leurs fidèles? Alors, quand il s'agit de la liturgie propre, c'est en arabe, mais sinon c'est en russe ou en tatar. Et d'ailleurs, le grand centre de Bolgar, la première capitale dont j'ai parlé tout à l'heure de l'Empire bolgare, la ville de Bolgar est maintenant devenue le centre culturel, spirituel musulman du Tatarstan, et je dirais même presque de la Russie, puisque c'est quand même le Tatarstan qui est le point de référence pour l'islam russe dans toutes ses composantes, y compris... Alors, je crois que la Russie fait partie de la conférence islamique. Alors, observateur, oui, bien sûr. Et puis aussi grâce à cette région. Oui, 23 millions d'habitants au total quand même. C'est pas que... Mais il y a 3 régions. Est-ce qu'il y a des influences de l'islam, disons du Moyen-Orient? Alors, ça a été le cas, vous voulez dire pour la déstabilisation et tout ça? Oui, il y a eu une tentative en 91, bien sûr, venue naturellement des Wahhabites, avec la complicité des Turcs, mais ça a eu plutôt de l'influence dans le Caucase, parce que il y a 3 centres de la religion musulmane en Russie, 3 centres principaux, il y a des musulmans dans tout le territoire. Il y a l'islam de la Volga, donc c'est Kazan, c'est Oufa, c'est toutes les républiques et régions qui sont autour du Tatarstan. Il y a le Caucase, alors là avec les Tchétchènes, les Ossètes, etc. C'est un autre islam qui est beaucoup plus orienté vers l'islam turc et aussi moyen-oriental. Et puis il y a la Crimée. La Crimée qui a été rattachée pour la première fois à l'Empire russe en 1783. Donc là c'est une autre tradition. Tout le monde se comprend au niveau de la langue du quotidien parce que la racine c'est du turcique. C'est-à-dire la langue qui a évolué mais qu'on parle aussi en Ouzbékistan, au Kazakhstan, etc. Donc ça se comprennent. Mais les traditions religieuses sont quand même très très différentes. Parce qu'il me semble que dans cette région, les musulmans sont loyaux vis-à-vis de la Russie. Ah, totalement. Certainement beaucoup plus qu'en Crimée. Alors, ça dépend à quelle époque. Je parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui. Alors, les Tatars de Crimée, c'est pas du tout... Enfin, même s'ils portent le nom de Tatars, c'est pas la même chose que les Tatars de la Volga. C'est comme si vous compariez les Bretons avec les Irlandais. La racine, elle est celtique, mais c'est pas la même chose. On parle pas la même langue, on n'a pas les mêmes traditions, on n'a pas les mêmes fidélités, comme vous dites. Les Tatars de Crimée sont très peu nombreux, même lorsque la péninsule de Crimée a été rattachée à l'Empire russe, c'était pas très peuplé. Et ils étaient proches d'Istanbul. Leur référence était Istanbul. Et puis depuis, ils sont devenus russes. Parce que bien sûr, la Crimée a été complètement russifiée, si je puis dire, et ils n'ont plus rien en commun avec le Moyen-Orient ou avec la Turquie. Sinon, comme la langue, un petit peu la cuisine, si on veut, mais sinon ils sont russes. Les Tatars de la Volga, la question ne se pose même pas.
quand Ivan le Terrible, Ivan le Grand en russe, et on ne dit pas Ivan le Terrible, on dit Ivan le Grand, parce que c'est lui qui a fondé l'Empire, a rattaché Kazagne en 1552, donc détruit l'état du Khanat de Kazagne, au lieu de massacrer tout le monde et mettre tout le monde en esclavage comme ça se faisait à l'époque, il a imposé que des princes russes épousent des princesses tatares et réciproquement. Et c'est ce que moi j'appelle la politique alexandrine, c'est-à-dire que quand Alexandre le Grand rentrait sur un territoire, au lieu d'éradiquer la population, il l'intégrait, y compris dans sa famille. Et Ivan IV l'a fait. Est-ce qu'il y a beaucoup de Tatars qui sont devenus chrétiens? Alors oui, bien sûr. C'est par des mariages? Alors, souvent par opportunité. Donc les nobles tatars se sont dit, bon, maintenant c'est les Russes qui commandent. Donc si on veut garder nos privilèges, si on veut avoir des postes dans l'armée, tout ça. Mais pas pour des raisons fiscales. Non, parce que justement... Il n'y avait pas de discrimination. Alors, il y avait de discrimination, si, mais pas fiscale. Mais pas dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, c'est ça la particularité, c'est très peu connu, c'est que la Horde d'Or, le Khanat de Tatar, était très bien organisé par rapport au bazar russe des principautés. Et donc, tout ce qui est relié à la fiscalité, aux droits, etc., ça a été repris par les tsars. Et il y a même des mots qui sont d'origine tatare. Notamment le mot que tout le monde connaît, oukaz, le décret, c'est un mot tatar. Donc au niveau de l'administration, les Tataro-Mongols étaient beaucoup mieux organisés que les Russes. Et d'ailleurs, au temps de la Horde d'Or, les princes russes chrétiens, quand ils avaient un différend, ils allaient voir le Khan pour que ce soit réglé par le Khan. Parce que contrairement à ce qui a été raconté, parce que vous savez, l'histoire, ça s'écrit, ça se réécrit, ça se corrige et ça se recorrige. Donc les historiens russes ont parlé du joug tatar, mais quand on fait des recherches approfondies, on s'aperçoit que finalement la présence tatar n'était pas si pesante que ça, puisque les princes tatars, c'est les princes chrétiens organisaient leur territoire pourvu qu'ils payent le tribut, c'est tout. Donc c'était pas une colonie, il n'y avait pas de déportation, il n'y avait pas de massacre, il n'y avait pas toutes ces choses-là qu'il y a eu dans d'autres empires. Alors quel est le lien que peut entretenir ces populations avec l'Iran? Alors l'Iran, c'est très lointain. Mais par contre, vous l'avez dit tout à l'heure en préambule, il y a encore un certain lien au niveau artistique, notamment architectural. C'est-à-dire que quand on voit la mosquée Kul Sharif qui a été construite en 2005, avec cette faïence bleue, avec ces motifs de tulipes, etc., c'est quand même, c'est resté dans l'esprit. Dans la cuisine aussi. Il y a beaucoup de choses. Les miniatures, les illustrations. Bien sûr. On sent vraiment l'influence. Complètement. C'est pas du tout arabe, c'est plutôt persan. Ah oui, c'est flagrant. Et d'ailleurs, c'est une raison de fierté. C'est ça, parce que même les illustrations de livres anciens. Et ça vient d'où cette influence? À l'origine. C'est le commerce? Bien entendu, mais à l'origine, il ne faut pas oublier que les Tataro-Mongols, ils ont conquis aussi l'Asie centrale. Donc ils sont passés par l'Ouzbékistan, ils sont passés par là, et puis il y avait des Perses, c'était quand même la civilisation la plus brillante de l'époque. Les Ottomans n'étaient qu'à leur début. Donc bien entendu, l'islam a pénétré par Gengis Khan, enfin par le petit-fils de Gengis Khan, mais il était déjà influencé par cette culture urbaine et brillante, avec des éléments. Ce sont plutôt des sunnites. Ah oui, bien sûr. Il y a très très peu de chiites. C'est pour ça que c'est ça qui est le paradoxe, c'est que en Iran d'aujourd'hui, c'est le chiisme qui est majoritaire, mais au niveau de l'expression artistique, c'est l'influence persane, assurément. Et l'influence de la Chine? Alors la Chine et l'Inde, faut pas l'oublier. Oui, les deux. Oui. Les deux. Hein. Alors là, on le ressent plus dans la musique. La musique et les danses. Et la danse. Et puis les costumes. Là, on a des... ça remonte à quelle époque? Gengis Khan, les Tataro-Mongols. C'est le XIIIe siècle. C'est donc... et c'est resté. Et les Tataro-Mongols se sont imprégnés de la culture qu'ils avaient trouvée, et les autres l'ont adaptée. C'est-à-dire que les Russes de locaux, ils ont commencé à s'habiller comme les autres. Et puis on voit bien, d'ailleurs, que
pour revenir à la construction de la mosquée Kul Sharif, qui est une mosquée moderne, puisqu'elle a été inaugurée en 2005 là, pour le millénaire de Kazagne, c'est la seule mosquée où il y a des vitraux. Donc c'est hallucinant pour les étrangers qui connaissent un petit peu l'architecture islamique de trouver une cathédrale avec des vitraux, et ben alors que de l'autre côté de la rue, c'est-à-dire à 150 mètres, vous avez la cathédrale de l'Assomption qui est orthodoxe, fondée à l'époque d'Ivan le Grand, et ce qui est un phénomène que moi j'aime beaucoup amener des Français à ce moment-là, c'est que on commence par la visite de la Kul Sharif, où là on entend un servant lire le Coran à haute voix, et puis on traverse la rue et on entend un croyant lire la Bible à haute voix. Donc c'est quelque chose qui est tellement dans le quotidien que la question ne se pose même plus. Les mariages mixtes, les gens qui font la fête, quand c'est une grande fête comme Pâques, les femmes musulmanes s'occupent des enfants pendant que les femmes chrétiennes préparent les kulichi. Quand c'est le contraire, quand c'est eh bien ce sont les femmes chrétiennes qui s'occupent des gosses ou qui aident leurs voisines à préparer okay. On trouvait une certaine convivialité de même nature autrefois au Kosovo. Ah oui, bah oui. Et on voit ce que c'est devenu aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce qu'autant le Kosovo, c'est l'échec total, autant le Tatarstan, c'est au contraire la référence. Et d'ailleurs, les autorités, la gouvernance russe officielle, c'est-à-dire le président Poutine, le premier ministre Medvedev, n'hésitent pas à citer le Tatarstan comme un modèle de coexistence pacifique qui bénéficie à tout le monde, parce qu'il ne faut pas oublier que avant la Révolution, il y avait des très riches commerçants tatars, il y avait des très riches commerçants grecs, il y avait des très riches commerçants juifs, il y a des très riches commerçants russes, et que n'oublions pas que dans la famille même impériale, le prince Yusupov, c'est la famille des Yusupov, même s'il y a eu des interprétations différentes, c'est quand même les descendants de Youssouf, qui se sont convertis pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire opportunité, mais ils sont devenus quand même des princes de sang. Ils se sont au fil des siècles, certainement convertis. Les uns les autres, oui, mais c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où c'était nécessaire parce que pour avoir des postes dans l'armée, dans l'administration, etc. Et puis Catherine la Grande, c'est elle vraiment la révolutionnaire, une protestante à l'origine, dit bah, faites ce que vous voulez, parce que la requête qu'avait fait le peuple tatar de Kazan, c'était de pouvoir construire des mosquées en pierre. Ils n'avaient pas le droit parce que c'était un oukase précédent d'Élisabeth qui leur interdisait de construire des mosquées en pierre, il fallait que ce soit en bois, comme ça brûle mieux au cas où, et surtout qu'ils ne pouvaient pas s'installer au centre-ville. Catherine a été tellement bien accueillie lors de sa visite à Kazan, elle est restée 2 jours de plus que prévu d'ailleurs, et elle a dit bah, maintenant faites ce que vous voulez pourvu que ça marche. Donc très pragmatique, l'impératrice, et donc ça a généré ce mouvement dont nous avons évoqué en quelques mots tout à l'heure, ce renouveau de la doctrine musulmane russe qui s'appelle le djihadisme. Djihadisme, c'est la réforme. Et comment est-elle considérée par les autres musulmans? Mais ils ne comprennent pas souvent. Il y aura une incompréhension totale. Ils comprennent pas que parce que le mode de vie des musulmans russes de la Volga est très proche. Oui. Parce que les voisins, on voit pas la différence. Il y a des gens qui. On ne pourrait pas imaginer une situation semblable en Égypte. Oh, certainement pas. Et les Coptes seraient bien heureux d'avoir des musulmans venant de votre pays. Mais là, il n'y a pas beaucoup de relations d'ailleurs avec. Bon, déjà, l'histoire, l'URSS avait interdit formellement les relations avec les pays arabes, etc. Bon. Mais maintenant, du fait du contexte géopolitique, il y a des relations avec l'Iran, avec la Turquie, et puis même l'Arabie Saoudite. Le roi d'Arabie Saoudite a fait une visite d'État en 2018. C'est la première fois qu'un roi d'Arabie Saoudite se déplaçait en Russie. Et oui, mais ça n'a pas, il n'y a pas d'influence. C'est-à-dire que quand il y a eu une tentative d'influence, c'était plutôt du côté turc, de faire un petit peu le panturquisme, et ça a été vite arrêté.
Et tout à l'heure, on parlait de la ville de Bolgar et les imams russes. Ils sont formés, c'est pourquoi le séminaire qui est destiné à former les imams est à Bolgar. Et il n'est pas question qu'ils aillent en Arabie Saoudite ou au Caire pour renforcer leur culture musulmane. Et est-ce qu'il y a eu des tentatives de musulmans de l'extérieur, des imams, de venir prêcher le islam? Ils ne sont pas restés longtemps. Et en plus, ils n'ont même pas besoin de les faire chasser par l'autorité fédérale. C'est que les gens leur ont dit, mais nous, c'est pas notre truc, on vit pas comme vous. Oui, parce que moi, ce qui m'avait surpris, j'avais assisté à une fête tatar, Ouais. il y a 2 ans, je crois. Ouais. Euh, Au Sabantouy. Au Sabantouy à la Tour Eiffel. oui. Oui, c'est ça. Et 2016. j'avais été surpris par la difficulté à distinguer les chrétiens des musulmans. Mais il n'y avait pas de différence. Et même entre elles, ils parlaient avec Oui. une vraie joie. Mhm. La seule différence, c'est que les chrétiens ont une petite croix, Oui. et les musulmanes l'amènent de C'est Fatma, tout, ouais. mais habillés pareil. C'est tout, voilà. Habillés pareil. Bien sûr, bien sûr. Et il y a Mais beaucoup... c'est un cas relativement unique dans le monde. Ah bah évidemment. Et c'est d'ailleurs l'une des grandes fiertés de la Russie, c'est de pouvoir montrer au reste du monde qu'il est possible d'avoir une cohabitation, une coexistence pacifique et productive, et que c'est pas de la mise en scène, c'est quelque chose qui est ancré. Et sans relativisme. Non. Que chacun est enraciné dans sa tradition. Ouais, mais bon, s'il s'agit d'aller faire la fête avec le voisin, c'est pas un problème. Voilà. Et c'est d'ailleurs pourquoi, vous savez, les Russes, ils aiment bien raconter des histoires drôles, on appelle ça anecdote, c'est le mot français, et on dit qu'au Tatarstan, même la vodka est halal. Donc, Remarquez, au Kosovo, avant les événements que l'on a connus bien tristes, les musulmans ne se privaient pas de l'alcool local. oui, bah bien sûr, bien sûr. Mais d'ailleurs, la vodka Ruski Samart, qui est connue, qui est diffusée ici en France, le propriétaire de la distillerie, c'est un Tatar. Donc, je sais pas. Mais musulmans. Oui, enfin, musulman local, quoi. Oui. Voilà. Mais enfin, un musulman. Oui, officiellement, oui, bien sûr. Il s'appelle Mohamed Etof. Mais c'est pareil pour les noms, puisqu'on vient de parler de ça. Les noms, ils ont changé les noms en Of, Yef, donc c'est Mohamedov, mais ils ont gardé leur nom, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas devenus Ivan ou machin, vous voyez. Ils ont gardé leur identité, leur musique, leur langue. La langue tatar, c'est une langue, hein, c'est pas la même chose. Hein. C'est comme si on comparait le norvégien avec le portugais, hein, c'est pas du tout pareil. Et d'ailleurs, c'est la grosse surprise des Occidentaux. C'est quand ils entendent des annonces, notamment à l'aéroport et tout ça, qu'est-ce que c'est que cette langue et tout ça, parce que les 2 langues sont officielles. Et on en a eu un bel exemple l'année dernière en 2018, parce qu'il y avait la Coupe du Monde de football. Donc il y a beaucoup de gens qui sont venus pour la première fois en Russie, à l'occasion de cet événement, et qui ne s'attendaient pas à ça. Même des journalistes, qui se sont dit, mais c'est pas possible, où on est? Il y a des mosquées, on mange pas la même chose. Il y a des pagodes, des églises chrétiennes. Les pagodes, faut les trouver. Il y en a une ou deux, hein, mais il faut savoir où c'est. Mais il y a le temple de toutes les religions, qui est une fantasmagorie typique, qui ne peut pas avoir de place ailleurs qu'au Tatarstan. Hein, Si, peut-être à l'ONU. Oh, je sais pas quelle religion on pratique là-bas. Ou au Vatican. Je me réserve ma réponse. Écoutez, on a bien vu la statue de Luther, hein, au Vatican. Qui l'aurait cru? Passons. Quelles sont les richesses à l'actuel de votre région? Alors, bien sûr, il y a... Son poids économique. Ah, le poids économique est fondamental. Parce que, bon, c'est d'abord une région qui est agricole, mais qui n'est pas que ça. C'est pourquoi d'ailleurs le Tatarstan est c'est beaucoup développé, c'est que dès l'origine, c'est-à-dire dès la période impériale, il y a eu une diversification des richesses. Donc il y a de l'agriculture qui est quand même assez importante. Hein. Alors c'est pas les grands champs qu'on voit dans le sud de la Russie, hein. C'est plutôt de l'agriculture, de l'élevage. Bon, maintenant c'est de l'élevage intensif, hein. Mais alors il y a l'agriculture, il y a tout ce qui est issu des fleuves et de la forêt, hein, qui sont les points de richesse originels, tout ce qui est en rapport avec le pétrole et le gaz.
Mais c'est pas fondamental, il n'y a pas des dérives partout, hein. Le pétrole a été un accélérateur de l'enrichissement du Tatarstan, mais maintenant le pétrole il sert pour faire quelque chose d'évoluer. C'est-à-dire qu'on ne fait plus de pétrole le pétrole qui est pris au Tatarstan, il sert plus pour mettre dans les voitures, c'est pour faire des caoutchoucs spéciaux, des pneus, des produits dérivés de haute technologie. Il y a de la technologie mécanique, beaucoup. Alors là, les camions Kamaz qui gagnent régulièrement le Dakar, ce sont des camions qui sont construits à Kazan. Il y a des industries aéronautiques. Il y a des avions qui sont le Superjet 100 du Tupolev est une partie qui est construite à Kazan. Même chose pour les hélicoptères. Et puis il y a maintenant le Tatarstan, avec notamment la ville d'Innopolis, c'est les hautes technologies, la recherche, l'intelligence artificielle et l'économie numérique. Mais il y a aussi parmi les richesses qui sont beaucoup plus intellectuelles là, c'est la médecine. Les instituts de médecine de Kazan sont exceptionnels. Il y a aussi la culture. Et le sport. Enfin, quel est le rôle de l'université? Alors, l'université, c'est une des plus importantes. L'université fédérale de Kazan est une des plus importantes après celle de Moscou et Saint-Pétersbourg. Et il y a d'ailleurs de plus en plus d'étudiants étrangers. Pas trop des Français, mais beaucoup d'étrangers quand même. Alors, les cours sont donnés en quelle langue? En russe. Uniquement. Alors, à l'université fédérale de Kazan, oui. À l'université de la ville d'Innopolis, qui est une ville nouvelle qui a été construite exclusivement pour les nouvelles technologies, les recherches, en anglais. Tout en anglais. Vous êtes colonisé. C'est pas ça, c'est une question d'échange avec les autres universités, avec Bangalore, avec Shanghai, avec Cork et bien sûr la Silicon Valley. Le français est-il pratiqué un peu? Alors, peu, alors que l'Alliance française est très active. C'est-à-dire que le français, comme dans toutes les villes où il y avait une classe dirigeante aisée et intellectuellement très avancée. Qui parlait français, voilà. Qui parlait, voilà, bien sûr. Des fois, il parlait mieux français que le russe. Ah, ça, oui. Mais surtout les nobles de haute lignée, oui. Mais qui avaient du mal à parler le russe, oui. Mais le Kazan, c'est une ville où il y a eu beaucoup d'influence. Tolstoï a étudié à l'université de Kazan, Lénine aussi. Oui, mais tout le monde. Hein. Même Lénine. Oui, même Lénine. Mais c'est une ville de culture. Donc Chaliapin, Nouriev sont originaires du Tatarstan. Il y a une université orthodoxe. Alors, à ma connaissance... Un peu comme l'université Saint-Icône à Moscou. Il doit y avoir un institut, mais j'avoue que... Mais tous les diplômes sont reconnus dans toute la Russie. Ah, bien sûr. Et lors de la réforme d'il y a 2 ans des universités russes, l'université fédérale de Kazan, qui était donc sous autorité fédérale, a été reconnue parmi les plus évolutives et les plus brillantes. Et c'est pourquoi il y a de plus en plus d'étudiants étrangers qui viennent là, des professeurs et des étudiants. Oui, ensuite maintenant il y a beaucoup d'échanges interuniversitaires. Complètement, voilà. Ou des colloques. J'ai participé à un colloque il y a 2 ou 3 ans sur Berdaïev et un penseur français, Joseph de Maistre. Ouais. Il y avait aussi bien des Russes de différentes régions de Russie, des Anglais, des Français. Donc on voit que la Russie cherche malgré tout, à s'ouvrir. Ah mais, attention, la Russie n'a pas été fermée. Ah si, à l'époque soviétique, bien sûr. Mais ce sont d'autres qui voudraient l'enfermer. Mais la Russie est ouverte à tout le monde. Et vous pensez que le climat peut se détendre avec la Russie? Mais le climat entre qui et qui? Disons entre ceux qui restent de l'Europe.
Ça, c'est une volonté qu'il faut. Vous savez, en 1991, lorsque l'URSS a disparu, c'était la catastrophe. Et tout s'écroulait. Surtout la période d'Helsinki. Non, c'est la période d'avant qui était pire. Avant. Ouais. Mais bon, c'est parce que les réformes ont eu des effets qui ont été d'une cruauté. Mais malgré tout, il n'y a pas eu de massacre comme lorsqu'il y a des révolutions, quel que soit le pays. Hein, qu'on voit comment ça s'est passé en 89 ici, on voit comment ça s'est passé en Chine en 32, c'était quand même autre chose. Bon, mais le pays a beaucoup de ressources, mais il partait d'une économie complètement ravagée, il n'y avait pas de cadastre, je ne sais pas si vous imaginez, on ne savait pas à qui appartenaient les terres, puis en plus ça a été fait n'importe comment, mais au Tatarstan, encore une des spécificités, le président de l'époque, le président Chaïmiyev, Mintimer, Sharifovitch Chaïmiyev, a dit à tous les oligarques qui se sont servis d'une manière porcine sur le pays, il a dit ici, vous ne toucherez à rien, ici c'est le Tatarstan, donc tout ce qui est ici appartient au peuple tatar. Et c'est la raison pour laquelle il y a des conglomérats dont la première syllabe c'est Tat, parce que ça veut dire Tat Neft pour les pétroles, Tat Energo pour l'électricité. C'est un peu une sorte de succédané des biens communaux. C'est-à-dire que c'est un peu, on va pas dire nationalisé, puisque bon, le Tatarstan fait partie de la Russie. Non, mais dans l'ancienne Russie, il y avait aussi des biens communaux. Oui. C'est un peu ce système-là. Là, le président Chaïmiyev a été très éclairé, il a dit, personne ne touche à tout ce qu'il y a ici, ça appartient aux Tatars. Et après, on va voir. Bon. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, dans la période difficile de 91-99, le Tatarstan s'en est beaucoup mieux sorti que les autres. Parce qu'il n'y avait pas eu ce pillage organisé des oligarques venus dans ces eaux, et parce qu'il y avait des richesses qui les intéressaient, hein, que ce soit le pétrole, que ce soit la construction mécanique, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, la situation est plutôt florissante. Ah, je dirais pas ça, parce que malgré tout, bon, il y a quand même des points faibles. Il y a des difficultés du fait que, par exemple, il y a le terrorisme bancaire des États-Unis, donc qui empêche. Non, mais je parle à l'intérieur du pays. Ah, bah, la situation est paisible. Ah, bah, bien sûr, et surtout le niveau de vie est tellement supérieur à certaines autres régions qu'il y a une migration intérieure de la Russie vers Kazan, et puis il y a aussi un cadre de vie, ça je peux vous le confirmer personnellement, qu'il est beaucoup plus agréable de vivre à Kazan qu'à Moscou ou à Saint-Pétersbourg. Essayez de donner en quelques phrases, qu'on arrive à la fin de l'émission, déjà envie à nos auditeurs de venir visiter votre région. Comment faire? Alors, d'abord, on prend l'avion. Hein. Bon, malgré ce qu'on dit actuellement à New York, c'est plus pratique d'aller en avion qu'à cheval. Bon, malgré ce que dit Greta? Oui, la pauvre. Mais bon. Il ne faut pas aller à Doudan? Je crois que c'est elle, l'ânesse. Et donc, c'est pas difficile depuis la France, depuis Paris, je prends Paris, on va à Moscou, ça fait 4 heures d'avion, et après il y a 1 heure entre Moscou et Kazan, puisque Kazan c'est 850 km de Moscou, c'est pas loin, c'est pas au fin fond de la Sibérie, il n'y fait pas moins 40 toute l'année, on ne circule pas en traîneau, il n'y a pas des ours dans les rues, et les Tatars ne chargent pas à cheval avec un sabre entre les dents. Ça c'est les caricatures qui sont à peine, enfin que j'exagère, mais qui sont à peine supérieures à ce qu'on raconte dans la presse française. Bon. C'est un endroit où on est très bien accueilli. Tout le monde, l'année dernière, lors de la visite des visiteurs de la Coupe du Monde, ont dit qu'ils étaient impressionnés de voir pardonnez-moi, l'accueil qui leur a été réservé. Les capacités d'accueil maintenant sont complètement à la norme. On peut très bien se débrouiller pour louer même un appartement Airbnb comme on le ferait dans le Marais. C'est accessible. Les gens parlent anglais, souvent, même de plus en plus souvent, surtout les jeunes. On peut circuler facilement et en sécurité. Ça, c'était un gros point qui est souvent relaté par les visiteurs qui viennent en Russie. Et à Kazan, c'est encore plus flagrant. C'est propre et en sécurité. Et si vous avez envie de manger de la charcuterie, tout ça, vous allez au restaurant ukrainien. Si vous voulez manger du poisson, vous allez au restaurant japonais. Et si vous voulez manger du saucisson de cerf, ben vous allez dans de cerf ou de cheval, vous allez dans le restaurant tatar. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est
Une région qui est un carrefour de culture. Bien sûr, c'est le dialogue des cultures, parce que... Le vrai. Le vrai. Parce que voilà, dialogue pour dialoguer, il faut être deux, il faut que chacun écoute l'autre. Il n'y a pas de massification. Non. Non. Et donc ça... Vous donnez, au fond, une leçon au monde. Au monde, je ne sais pas, mais en tout cas, certains qui voudraient imposer un modèle de vie et de pensée, là, c'est échec pour eux. Hein. Et là, l'emplacement même géographique de la ville de Kazagne, comme je le disais, sur la Volga, c'est pas difficile à trouver. Hein. Pour les gens qui savent pas, c'est Kazan, K-A-Z-A-N, sur Google, on trouve ça tout de suite. Ça veut dire sur un atlas, on trouve ça aussi facilement. C'est pas une ville nouvelle ou qui a changé de nom. Hein. Donc c'est un endroit qui a toujours été un lieu de passage et d'enrichissement. Donc pour revenir, est-ce que vous avez un bureau à Paris où on peut vous contacter, une représentation diplomatique? Alors il n'y a pas de représentation diplomatique. La représentation diplomatique, c'est la représentation de Russie. Oui. Ah, bon, disons, quelqu'un s'adresse au service culturel de l'ambassade russe. Non, je pas force. Enfin si, c'est possible, mais il renvoie vers nous. Voilà. Bon, bien sûr. Hein. Il y a une page sur Facebook, représentation de la République du Tatarstan. C'est moi qui l'administre. Alors je sais qu'il existe. Et puis oui, bien sûr, on est disponible pour pas mal de choses. Parce que monsieur Youssoupov, hein, c'est Youssoupov, un représentant en France. Hein, donc vous voyez, il y a quand même une communauté d'esprit. Il est le représentant pour l'ensemble et après on diffuse en fonction des questions qui nous sont posées. Très bien. Mais écoutez, à très bientôt. Merci beaucoup pour votre invitation. Donc une nouvelle émission avec Monsieur Mas, représentant de la région ou de la République du Tatarstan. Ouais. Et on va consacrer cette émission à l'islam et à Notre-Dame de Kazan. Alors par quoi voulez-vous commencer? C'est vous qui décidez. Par Notre-Dame de Kazan. Si vous voulez. Quelle est l'importance de cette icône miraculeuse? Alors, déjà dans le rite orthodoxe, surtout russe, les icônes, l'adoration à travers l'icône, c'est fondamental. Donc, tout le monde en a à la maison, les églises en sont parées. C'est les fameux coins de beauté. Voilà. Et donc alors, l'icône de Notre-Dame de Kazan, elle a une histoire bien particulière parce que c'est non seulement un symbole religieux, mais c'est aussi un symbole national et politique, absolument, symbole national. Je suis allé y venir pour les dernières années. À l'origine, c'est une icône qui aurait été peinte à Constantinople au XIIe au XIIIe siècle. Celle d'origine, hein, parce que celles qu'on voit maintenant, ce sont des copies. Hein. Mais ça n'a aucune importance. Bon. Elle aurait été peinte à cette époque-là et amenée à Kazagne. Alors que il n'y avait pas d'État, c'est-à-dire qu'il y avait des communautés alors il y avait des orthodoxes, puis il y avait des païens, et puis il y avait des gens qui étaient un peu qui savaient pas trop, puis il y en avait qui faisaient un peu de tout. Donc cette icône aurait été placée à Kazagne à cette époque-là. En 1209, ce sont les invasions tataro-mongoles. Donc l'icône aurait été cachée de façon à ne pas être détruite. Oui, bien sûr, mais surtout, comme c'était déjà un point de rassemblement pour les chrétiens orthodoxes, il la cache. Malheureusement, elle est perdue. On ne sait plus où. Bon, les gens qui l'ont caché, vous savez, c'est un peu comme les moines des temples d'Angkor qui cachaient des choses et puis qui mettaient des mines et puis c'était eux qui mouraient, donc on ne savait plus où étaient les mines et puis on s'est retrouvé dans une situation où plus personne ne savait qui faisait quoi. Et elle était cachée. Bon, elle disparaît complètement. En 1552, c'est la prise de Kazagne par les armées d'Ivan le Grand, Ivan le Terrible, comme vous le dites en Occident. Il y avait déjà une vénération
la Sainte Marie qui, dans la liturgie orthodoxe, c'est la très sainte Mère de Dieu. Mère de Dieu, hein, c'est pas, il n'y a pas de discussion. Hein, c'est, voilà, le Bogomatière en russe, ou Theotokos en grec, demeurer toujours vierge. C'est le nom exact, hein, c'est pas Sainte Marie qui passait par là, hein, c'est très sérieux. Et donc, son invocation a toujours été au Moyen-Âge et dans ce qu'on appelle la Renaissance ici, mais qui n'a aucun sens là-bas en Russie, c'était déjà une invocation pour les batailles, pour résister aux envahisseurs, etc., etc. Donc il y avait d'autres icônes, hein, c'est pas celle de Kazan. Hein. Et puis, en 1579, bon, déjà Kazagne est sous domination russe, hein, Ivan le Terrible a fait édifier des églises en l'honneur de Notre-Dame, la Mère de Dieu, et il y a une petite fille qui annonce avoir Marva, comme on l'appelle, c'est son diminutif. Elle annonce qu'elle a eu une vision. Alors évidemment, c'est le même principe qu'avec Bernadette Soubirous, avec Fatima, avec Jeanne d'Arc, donc personne ne le croit, bien entendu, à commencer par le clergé local, qui dit encore comme on dirait maintenant, légèrement... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc une enquête. Alors, pas du tout. Pas du tout. C'est ça. La petite tombe en état de mort cérébrale. Donc, bien sûr, catastrophe, etc. Et tout d'un coup, elle se réveille et elle dit, il faut aller chercher à tel endroit. L'icône est là. Bon, personne ne la trouve. Elle, bon, ça c'est la légende. Hein. Donc, elle prend la pioche et, bien entendu, elle découvre l'icône miraculeuse, etc. Et sur le transport de l'icône, il y a des aveugles qui passent et ils recouvrent la vue. Et évidemment, l'icône de Kazan devient un phénomène d'adoration, comme ça existe dans beaucoup de lieux de culte. Voilà. Alors donc ça se passe en 579, donc on est déjà bien, la Russie est déjà bien présente, etc. Bon, moi je fais aussi un commentaire là-dessus, c'est que bien entendu la prise de Kazan, ça signifiait aussi la destruction du royaume du Khanat tatar musulman. Donc il fallait asseoir la religion orthodoxe. C'est la religion du prince. Hein. Donc pour ça, c'est soit on massacre tout le monde, soit on les force à se convertir, ou alors il se passe un miracle. Donc, je pense plutôt que ça a été bien organisé. Néanmoins, c'est quelque chose qui est profondément... c'est tout simplement la providence. Oui, mais c'est... Bon, ça tombe bien. Je veux dire, politiquement, ça tombe bien. Donc évidemment, alors là, l'icône est ramenée à Moscou. Où où Ivan avait fait construire une cathédrale spécifiquement pour elle, qui est Place Rouge, parce que sur la Place Rouge, je ne sais pas si vous êtes déjà allé, il y a deux bâtiments qui sont essentiels. Il y a le bâtiment qu'on voit toujours, dont on dit que c'est le Kremlin, alors qu'en vérité c'est à l'extérieur, avec ses bulles et tout ça. Ça, c'est Ivan le Terrible qui a fait construire cet ensemble, qui n'est pas une église, mais qui est 9 églises, et ça qui s'appelle Saint-Basile. Voilà. Et là, et donc la tour principale, c'est parce que c'était pour symboliser la capture des royaumes musulmans, notamment celui de Kazan. Donc la tour principale, ça représente le Khanat de Kazan. Mais de l'autre côté de la place, de l'autre côté du Goum, il y avait une église qui était l'église consacrée à Notre-Dame de Kazan, où était l'icône. Elle a été détruite sur ordre de Staline en 1936, parce que ça gênait pour faire passer les chars pendant les parades militaires. Vous voyez, bon, elle a été reconstruite à l'identique hein, depuis 1993. Hein. Donc, et elle est bon. Donc, l'icône disparue. Entre-temps, on a fait des copies. De nombreuses copies, mais toujours fidèles à celle-ci. Hein. Donc, parce qu'elle est particulière parce que on ne voit pas la main de l'enfant. Hein. Elle est très particulière au niveau de la spiritualité. C'est que on voit pas l'enfant. C'est Marie qui montre la vérité, qui montre la voie. Et
Donc, les années passent, les siècles passent, des copies, celle-ci, là, celle-ci, dont on parlera après pour le 19e et 20e siècle, on est maintenant pratiquement sûr que c'est une copie du 18e siècle. Mais ça ne pose aucun problème, parce que de toute façon, l'icône, c'est un symbole. Donc, c'est pas l'objet de vénération. Si, c'est un objet de vénération. Non, de transmission. On ne vénère pas l'icône, on vénère la personne qui est sur l'image. Qui est sur l'icône, bien sûr. On ne vénère pas un morceau de bois, fut-il bien peint, recouvert de diamants. C'est pas ça l'objet de vénération et d'adoration. C'est une référence, c'est une passerelle. C'est une participation. Exactement. Saint Jean Damascène. Et voilà. Donc, vous savez, le christianisme orthodoxe, il est à la fois mystique, mystérieux et puis démonstratif. C'est pour ça que c'est si difficile à comprendre, parce que surtout pour les occidentaux. Alors là, celui qui rentre dans une église orthodoxe et qui veut trouver de la logique à tout ça, il vaut mieux qu'il ressorte tout de suite, parce que. Vous exagérez. Oh, j'ai eu des exemples. Depuis le temps, moi, ça fait 40 ans que je vais en Russie. Je peux vous assurer que j'ai vu des occidentaux qui ont dit mais c'est comment ça marche ici, c'est quoi, qui fait quoi, enfin bon. Écoutez, vous allez en Italie, en France on a perdu, mais on pouvait très bien passer du rite latin au rite byzantin sans choc. Il me semble bien qu'à Cargèse, en Corse, l'église elle est partagée par les deux rites, le rite grec et le rite moi-même, je romain. participe au rite latin traditionnel. Mais sans difficulté au rite byzantin. Et c'est même ma pratique habituelle. Ouais. Mais je crois d'ailleurs que l'icône de Kazan, je vais en parler pour le XXe siècle, elle a été adorée aussi par les catholiques. C'est-à-dire que c'est pas, il y a beaucoup de saints et des manifestations de foi qui sont communes à tous les chrétiens, tous. Je dis même les Éthiopiens et les autres. Avançons un peu dans l'histoire. Avançons un peu dans l'histoire de Notre-Dame de Kazan. Je vous parlais de la fondation de notre Saint-Basile le Bienheureux en 1555-60. Alors c'est vite fait. Bon, Ivan le Grand, il est quand même pas toujours sympa, c'est qu'il fait quand même crever les yeux de l'architecte de façon à ce qu'il ne refasse pas la même à l'identique. Bon, c'était Ivan, Ivan IV, c'est un peu spécial comme ça. Mais après, bon, il y a la vénération de l'icône, des copies. On en a parlé, c'est celle de Constantinople, elle a véritablement disparu, c'est possible. Et pour dire l'importance de Notre-Dame de Kazan, c'est comme je l'ai dit, 2 bâtiments sur la place Rouge, c'est pas rien, et Notre-Dame de Kazan qui n'a rien à voir à Saint-Pétersbourg, qui est une église néoclassique, avec un péristyle, etc. Donc, quand Pierre le Grand déménage la capitale de Moscou à Kazan, il pique l'icône et il l'installe là-bas à Saint-Pétersbourg. Donc, la vénération, je ne veux pas dire le culte, parce que le culte, c'est pas ça, mais la vénération de l'icône de Kazan, elle perdure, et c'est partout, dans toute la Russie. Lors des batailles, notamment contre les Polonais, Pojarski montre l'icône. Et il obtient la victoire. Et les brodés sur des drapeaux aussi. Bien sûr. Et lors de l'agression napoléonienne, Kutuzov demande l'intercession de Notre-Dame de Kazan. Donc c'est vraiment impliqué dans la culture russe. C'est pour ça que tout à l'heure on parlait des relations entre les chrétiens, les musulmans à Kazan, etc. C'est-à-dire que l'icône de Kazan fait partie du patrimoine russe global. Bon, le drame, en 1904, le 29 juin, elle est volée par des brigands. Elle est volée. Disparue. Plus d'icône. D'accord. Donc, on ne sait pas où elle est. Donc, il y a des copies alors, c'est comme pour tout le reste. Alors, il y a au moins autant de fausses icônes que de clous de la vraie croix. Et pourtant, elle va réapparaître. Alors, justement, ça date beaucoup plus tard. C'est dans les années 60, fin des années 60. Elle réapparaît chez Christie's à New York.
l'icône. Là, celle du XVIIIe siècle, hein, c'est-à-dire la vraie. Enfin, la vraie. Pas les copies de... Ils l'ont authentifiée. Voilà, bien sûr, bien sûr. Et donc elle est rachetée par des chrétiens américains d'origine portugaise qui l'envoient à Fatima. Donc cette icône, on sait que c'est celle-ci, mais bon, on est dans les années 70, le tsar s'appelle Brejnev, c'est pas sa priorité de récupérer l'icône, hein, évidemment, c'est toujours la période où d'ailleurs Notre-Dame de Kazan à Saint-Pétersbourg est transformée en temple de l'athéisme. Voilà. Bon, et puis bon, on a fait donc de Fatima. On la retrouve quelques temps après. Alors, ça c'est plus tard. C'est en 1993 que la communauté monastique qui en était dépositaire à Fatima la transmet au Vatican. Donc l'icône se trouve à Rome. Et comment le pape de l'époque, le patriarche de Rome, Jean-Paul II, la met dans sa chapelle personnelle. Donc ça veut dire que même s'il est le chef de l'église romaine, cette icône-là, c'est pas un truc de boutique de souvenirs, c'est quelque chose de très important. En 2003, il se passe un événement assez intéressant, c'est que Vladimir Poutine, le président Poutine, se rend à Rome. Il est reçu en audience privée par le patriarche Jean-Paul II, et Jean-Paul II lui montre l'icône. Et l'autre veut repartir avec. Mais il y a une discussion, c'est que Jean-Paul II était tout à fait disposé à la restituer, mais dans le cadre d'un voyage officiel qu'il aurait fait en Russie. Alors, l'aspect symbolique, théologique de ça, je ne connais pas trop bien. Mais le patriarche de Moscou de l'époque, Alexis II, s'y refuse. Donc, pas de voyage officiel de Jean-Paul II en Russie, l'icône reste. En 2008, le 28 août, quoi qu'il en soit, 28 août c'est le jour de l'Assomption dans le calendrier julien, c'est très symbolique, Jean-Paul II décide de la restituer en Russie. Donc l'icône quitte le Vatican et elle part pour Moscou. Et elle est bien entendu installée dans son église, sur la place Rouge, où là il y a plus de monde que pour aller visiter le mausolée de Lénine à l'époque de Georges Marchais. Avec bien sûr des manifestations de joie, etc. etc. Et le 21 juillet 2005, alors là c'est encore un autre événement, le 21 juillet 2005 c'est le millénaire de la fondation de Kazagne. Et là, c'est encore plus impressionnant parce que l'icône est ramenée par, c'est plus le même, c'est Alexei qui est là, c'est Kirill, pardon. Bon, j'ai voté pour lui alors. Bon. C'est Kirill qui la ramène. Qui la ramène pour la mettre dans. Alors elle n'est pas encore dans son écrin définitif. Elle est encore, même actuellement, j'étais encore l'année dernière, elle est encore dans un monastère. Le temps de reconstruire, parce que tout avait été dynamité par les bolcheviks, hein, évidemment. Donc on reconstruit à l'identique, hein, comme le cathédrale du Saint-Sauveur à Moscou, tout est reconstruit. On fait comme s'il n'y avait rien eu. Ça, c'est quelque chose. Le tempérament des Russes, c'est quand même assez impressionnant. C'est encore une leçon pour nous Français. Ah bah ça, on va voir ce que ça va donner avec Notre-Dame, mais bon. Donc l'icône est revenue à 15 ans, amenée par le patriarche Kirill. Voilà. Et là, surprenant. Et que toute la population était là. Alors le président. Oui. Le président, les chrétiens et les musulmans, les imams étaient là pour vénérer l'icône. Le gros rabbin était là. Non, c'était pas pour vénérer l'icône. Attention. Oui. C'était pour retrouver le monument national. C'est-à-dire que tout le monde. C'est un petit peu comme si, à Paris, le grand recteur de la mosquée de Paris allait vénérer la Sainte Couronne d'Épines comme symbole d'un trésor national. Je n'avais pas encore regardé mais bon, ce qui s'est passé le 14 avril cette année, il n'y a pas que des chrétiens qui ont été meurtris par
par l'incendie de Notre-Dame. Il y avait des pires athées, tout ça, qui ont dit c'est à nous, c'est plus qu'une cathédrale chrétienne catholique, c'est un monument. Et ben la même chose. La même chose, ça, c'est Trésor National, c'est l'impression sur le bois de l'identité tatar. Même s'ils sont musulmans, même s'ils sont athées, même s'ils membres du Parti communiste, tout ça s'en foutent. Vous savez, maintenant, dans les bureaux des cocos, vous avez des icônes, bien sûr. Bien sûr. Et donc ça, c'est... Même au Parti communiste à Moscou. Qui ont un musée de l'histoire nationale ou de l'identité nationale. Oui, mais bien sûr, bon. Et donc aujourd'hui, elle est donc elle est bien entendu. Alors je peux vous dire que pour pouvoir passer devant, on fait la queue. Hein. Bon, moi j'ai eu une chance inouïe il y a 3 ans, je croyais même que c'était une erreur parce qu'il y avait personne et donc j'ai eu l'occasion de rester 3 minutes devant et c'était très impressionnant. Et donc l'icône de Notre-Dame de Kazan reste, mais dans la culture populaire, il y a des autres icônes de la Bogomatière. Il y a l'icône de Vladimir, de Souzdal, d'autres endroits, mais Notre-Dame de Kazan, c'est pas pareil. C'est un symbole. Total, parce que c'est tellement lié à des moments tragiques et heureux de l'histoire russe que c'est pas la même chose que si c'était simplement un objet de vénération d'une religion. Ça dépasse ces frontières-là. Et c'est sans doute aussi un facteur d'intégration. Ah ben évidemment. Vous savez, frère, le Tatarstan, c'est tellement un pays spécial, une région spéciale, un territoire spécial, que c'est le seul territoire où il y a 2 pèlerinages. Un pèlerinage orthodoxe, donc c'est l'icône de Kazan, et le pèlerinage musulman, où les musulmans vont célébrer l'entrée de l'islam en Russie. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez la Mecque et puis Lourdes à côté, à quelques dizaines de kilomètres de différence. C'est impressionnant, et il n'y a pas de bagarre. Chacun, au contraire, chacun se réjouit de voir que l'autre est heureux. C'est ce que je disais tout précédemment. Et donc l'icône de Kazan, alors maintenant, il y en a des reproductions bien sûr sur les calendriers, tout ça c'est l'icône de Kazan, et puis ça vous savez quand moi j'ai la chance d'avoir plusieurs filleuls et filleuls orthodoxes, moi je leur ai offert à mes filleuls l'icône de Kazan. C'est quelque chose de naturel. Et dans les communautés extérieures à la Russie, notamment chez les chrétiens américains, orthodoxes américains, Notre-Dame de Kazan existe. Il existe des églises Notre-Dame de Kazan en Espagne, à Paris, enfin pas à Paris, mais en banlieue là. Je crois que c'est pas Saint-Geneviève là, à côté d'Épinay, quelque part par là. Oui, Enfin, il y a des paroisses Notre-Dame de Kazan à l'étranger. Et donc c'est je dis bien, c'est pas un culte, mais c'est une vénération qui transcende simplement une tradition locale. Écoutez, je vous remercie. Écoutez, et j'espère ne pas vous revoir prochainement à ce micro. Merci à vous, et j'espère que je n'aurai pas saoulé les auditeurs et que... Non, mais c'est passionnant. Et que d'autres questions viendront. Je suis totalement à votre disposition pour y répondre. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous.